Et je lance. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Merci infiniment de vous joindre à nous ce matin et nous vous prions de nous excuser pour les quelques minutes de retard. Donc, comme vous le savez, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de lancer officiellement la version française du rapport de l'OCDE, la gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle, des politiques adaptées à toutes les générations. Nous souhaitons ainsi échanger avec vous sur les enseignements qui peuvent être tirés du rapport et surtout sur la manière dont les gouvernements peuvent trouver les moyens de regagner la confiance des jeunes dans un contexte à la fois complexe et exigeant. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame l'ambassadrice Muriel Pénicaud, représentante permanente de la France auprès de l'OCDE, Monsieur Nassim Medjed, président d'AESEC France, Monsieur Dominique McCarthy, fondateur de l'Association des jeunes de la région Pacifique-Australie et membre du Parlement des jeunes du Queensland, et Madame Elsa Pilichowski, directrice de la gouvernance publique à l'OCDE. J'aimerais juste vous rappeler que l'événement est enregistré et que l'enregistrement sera prochainement disponible sur le site internet de l'OCDE. Maintenant, commençons nos échanges sans plus tarder. Madame l'ambassadrice, tout d'abord, merci infiniment pour votre présence. En premier lieu, nous serions très heureux d'entendre de votre part pourquoi est-ce que, selon vous, ce rapport que nous présentons aujourd'hui peut être utile au moment où les pays sont en pleine élaboration et mise en œuvre des plans de relance suite à la crise du Covid-19 et par le fait reconnaissent le besoin de mieux prendre en compte les attentes et les défis propres aux jeunes dans la formulation des politiques publiques. Madame l'ambassadrice, nous sommes ainsi heureux de vous donner la parole pour officiellement lancer cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour lancer ce webinaire sur la gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle. Parce que je crois qu'on a un momentum en ce moment très important pour mobiliser les énergies avec et pour les jeunes en sortie de crise. Ce rapport arrive vraiment à point nommé pour prolonger, pour donner chair aussi et pour donner des perspectives concrètes aux initiatives récentes de l'OCDE sur le sujet de la jeunesse. Je pense notamment au plan d'action pour la jeunesse qui a été actualisé lors de la dernière réunion ministérielle de fin mai 2021. Je pense que ce rapport pourra nourrir aussi nos réflexions lors de la deuxième réunion ministérielle qui aura lieu au second semestre 2021, dont nous avons ensemble convenu qu'il devrait consacrer une partie importante sur les initiatives en faveur de la jeunesse. Alors, ce rapport, il est dense, il est précis, il est concret, et je crois qu'il révèle une fois de plus la vulnérabilité de la jeunesse et surtout ce qui me préoccupe beaucoup, comme vous tous, c'est l'aggravation de la vulnérabilité de beaucoup de jeunes liés à la crise Covid. Les jeunes ont été très durement touchés par la pandémie, moins des points de vue sanitaires, mais plus que les autres générations sur les autres conséquences. La hausse du taux de chômage des jeunes dans presque tous les pays de l'OCDE, les mesures de distanciation physique, tant sur la santé mentale que sur l'accessibilité de l'apprentissage à distance, ont eu des effets réels avec beaucoup de décrochage, ou psychologique ou éducatif. Il y a une baisse de revenus chez beaucoup de jeunes, liée au fait qu'il y a une quasi-disparition de ce qu'on appelle les petits jobs, les emplois qui recrutent principalement des jeunes. Je pense à l'hôtellerie, à la restauration, au bar, au prêt-à-porter.
sont à la culture, à l'événementiel, qui sont tous des secteurs qui offrent beaucoup d'emplois à des jeunes, qu'ils soient étudiants ou non. Et puis, une raréfaction des offres de stage et beaucoup de détresse aussi matérielle puisque beaucoup de jeunes vivaient dans une situation de précarité et ces revenus en moins les ont amenés dans une situation de précarité en termes alimentaires, même parfois, y compris dans les pays développés de l'OCDE, où on a vu des jeunes aller à l'aide alimentaire pour pouvoir survivre. Beaucoup aussi vivent seuls dans des logements exigus, qu'ils soient des logements étudiants ou autres, et ont vécu la solitude. Donc, cette situation dont on est en train de sortir, mais qui laisse des traces, ce 15 mois de vie comme ça, quand on a à tout âge, c'est dur, mais à 20 ans, à 25 ans, à l'âge où on crée peut-être le plus de relations sociales, où la relation sociale est une partie intrinsèque de ce qui est le plus important dans la vie, eh bien, ça a évidemment un effet fort. Alors ceci dit, ça vient aggraver une situation structurelle qui était déjà une préoccupation à l'OCDE. Et je pense notamment avec le vieillissement de la population d'un côté, la transformation numérique de l'autre, l'accroissement des inégalités. De toute façon, la situation pas tous les jeunes, mais un nombre de jeunes important, était plutôt en aggravation. Alors, ce rapport, il a un mérite, il souligne 3 difficultés sur lesquelles nous pouvons agir. Nous étant l'État, les collectivités locales, les organisations internationales, les entreprises. Et donc, au niveau de l'OCDE, on fait partie des acteurs, la communauté OCDE, c'est-à-dire les 38 pays, le secrétariat et aussi tous nos partenaires, tout l'écosystème, sur lequel on peut contribuer à apporter des solutions concrètes. La première difficulté, c'est évidemment les jeunes qui peinent davantage à acquérir leur autonomie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails et surtout, je ne veux pas déflorer le rapport que vous allez présenter, mais il y a des choses qu'il faut avoir en tête tout de suite et qui choquent. C'est que les jeunes ont 2 fois et demi plus de risques d'être au chômage que les personnes âgées de 25 à 64 ans. Et leur revenu est inférieur aux générations précédentes. Et donc, et il y a un jeune sur 10, et là on parle des pays de l'OCDE, hein, qui n'est plus scolarisé, entre 15 et 25 ans, qui est plus scolarisé, qui est plus en formation et qui n'est pas en emploi, les fameux NEET. Eh bien, c'est un coût social et un coût humain terrible, mais c'est aussi un coût économique, puisqu'on estime que c'est environ 1% du PIB de la zone OCDE qui est perdu, parce que les jeunes ne peuvent pas apporter tout ce qu'ils ont à apporter. Et c'est évident d'un point de vue social et du point de vue économique, on a besoin des jeunes. C'est la relève, c'est l'avenir. On a besoin d'eux. La deuxième difficulté, c'est la confiance des jeunes dans les institutions publiques, qui ont le sentiment que la sphère politique est souvent très éloignée de leurs préoccupations. Ça, c'était déjà avant, ça baissait, par exemple, le taux de participation au vote baisse dans tous les pays du monde au niveau des jeunes, baisse fortement, mais ça s'est aggravé avec la crise. Et puis des préoccupations sur l'équité entre générations, et je pense que le cumul de la dette écologique, de la dette sociale et la dette financière, puisqu'on va mettre 20 ans, 40 ans à rembourser ce qui a été fait pour sauver les vies et les emplois pendant la crise. On a raison de le faire, mais enfin, c'est vrai que ça inquiète beaucoup de jeunes. Et du coup, par rapport à ces défis majeurs, effectivement, l'intérêt de ce rapport, c'est de proposer des choses concrètes basées sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la confiance, il faut faire pour la justice. Donc, un appel à des stratégies publiques sur ce sujet. Et c'est là où les plans de relance que vous évoquiez sont très importants. Au niveau européen, les 3 priorités, et au niveau français, les 3 priorités du plan de relance, c'est la transition écologique, la transformation numérique et la cohésion sociale. Et on estime aujourd'hui qu'environ 10% des investissements iront à l'éducation, à la formation et notamment des jeunes. Le deuxième sujet, c'est la confiance des jeunes dans les institutions publiques. Et moi, j'approuve totalement la recommandation qui dit que le seul moyen, le vrai moyen, c'est d'associer les jeunes aux décisions qui les concernent et aux décisions qui concernent la société. On ne peut pas avoir une démocratie abstraite qui est trop éloignée si on ne la pratique pas. Et je crois que pour les pays de l'OCDE, qui sont des pays démocratiques, c'est un appel très important. Et je me réjouis que dans ce panel, eh bien, on va entendre des jeunes, parce que justement, c'est là que ça commence, c'est de discuter ensemble de ce qui les concerne et de ce qui concerne l'avenir de la société, puisque c'est statistiquement un peu plus le leur que le nôtre.
c'est une question de génération. Et puis, sur la justice intergénérationnelle, il y a beaucoup de débats. Il y a des débats sur les revenus, il y a des débats sur la revue, je dirais, de l'ensemble des lois sur ce sujet. Et là aussi, c'est un travail que l'OCDE peut faire. Alors, sans rentrer dans le détail français, juste quelques témoignages. Quand j'étais ministre du Travail, donc de 2017 à 2020, j'ai porté une grande réforme de l'apprentissage qui a eu beaucoup de succès, qui marche très bien. Il y a eu en 2 années, plus 50% de jeunes, et notamment pendant la crise, avec le soutien du programme Un jeune, une solution, qui est un programme qui a pour but, un programme gouvernemental, d'apporter une solution à chaque jeune, et qui est très actif en ce moment. Eh bien, le résultat, c'est que même pendant la crise, on a augmenté le nombre d'apprentis alors qu'on était parti pour faire l'inverse. Et donc, ce plan est très important. C'est de toute façon le débat aussi des compétences. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le débat de la formation tout au long de la vie, il est très important pour les jeunes aussi. Pourquoi? Parce que un emploi sur 2 d'aujourd'hui n'existera plus dans 10 ans sous la forme où il est aujourd'hui. Environ 10-15% vont disparaître, 15-20% vont être créés, et 30-40% seront profondément modifiés, notamment sous le double effet de la transformation numérique et de la transition écologique. Donc le sujet de la formation pour les jeunes aujourd'hui, pour pouvoir choisir leur avenir, pouvoir prendre leur envol, c'est un sujet de formation initiale, mais c'est aussi un sujet de formation continue. Et c'est pour ça que d'ailleurs, toujours quand j'étais ministre du Travail, on a mis en place en France, il y a 2 pays au monde qui l'ont fait, France et Singapour, un compte personnel de formation qui permet à tout le monde, toute la vie, de se former de façon libre et financée par la collectivité. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais juste dire une chose, que pour moi la clé, et une clé de méthode, c'est que les gouvernements, les entreprises, les organisations internationales telles que l'OCDE ont un besoin urgent de se mobiliser sur ces plans pour la jeunesse, parce que, je vais dire, une chose qui est une évidence, mais dont il faut prendre toute la conséquence, c'est que l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir de notre société, et donc aider les jeunes à se projeter dans l'avenir au moment où ils n'y voient plus clair, où beaucoup doutent, parce qu'ils ont l'impression d'avoir un mur devant eux, eh bien c'est essentiel pour eux, mais aussi pour toute la société. Quand toutes, ils ont beaucoup à apporter, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir autant de chômage des jeunes, alors qu'aujourd'hui, on dit que nos priorités, c'est l'écologie, les services aux personnes et le numérique. C'est 3 secteurs où les jeunes ont énormément d'envie d'apporter aussi. Et enfin, dernier point, je ne crois pas qu'on fait ça simplement pour les jeunes, mais il faut le faire avec les jeunes. Et c'est l'occasion de leur passer la parole. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour votre intervention. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Monsieur Nassim Medjed, qui est président d'AESSEC France. Cher Nassim, merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes président de l'AESSEC France pour l'année 2020-2021. Et peut-être en rappel, préciser que l'AESSEC est une organisation internationale de jeunesse qui est présente dans plus de 110 pays et qui a vocation à développer le leadership des jeunes en créant des opportunités à la fois de développement personnel et professionnel dans un environnement multiculturel. Cher Nassim, avant de vous donner la parole, j'aimerais juste donner quelques éléments de contexte et rappeler peut-être que l'une des principales conclusions du rapport de l'OCDE démontre que seulement 46% des jeunes ont exprimé leur confiance dans leur gouvernement en 2019. De plus, leur perception d'avoir leur mot à dire en politique, leur participation aux élections et leur représentation dans les institutions étatiques se sont à peine améliorées. Pourtant, l'enquête de l'OCDE montre que lorsque les organisations de jeunesse sont effectivement impliquées dans l'élaboration des politiques publiques, elles ont effectivement tendance à être plus satisfaites de leurs résultats. Donc, face à ce constat, j'aimerais vous demander, en tant que président d'AESSEC France, comment, d'après vous, les gouvernements peuvent regagner la confiance des jeunes dans le contexte actuel? Merci beaucoup. Merci de m'avoir parmi vous. Bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de discuter de ce rapport d'une grande valeur pour les enjeux sociétaux actuels. Faisant partie d'une organisation dirigée par les jeunes, je crois fermement que l'engagement des jeunes dans la société civile joue un rôle fondamental pour contribuer à résoudre les plus grands enjeux que nous traversons actuellement, tenant compte des différentes étapes permettant d'initier une participation active. Le manque de confiance des jeunes envers les gouvernements était déjà un problème
récurrent d'actualité pour les jeunes qui n'a été qu'accentué avec la pandémie de COVID-19. Et donc, comprendre les besoins des jeunes constitue un élément fondamental pour intégrer des outils dans les politiques publiques qui permettent de regagner la confiance des jeunes. Et c'est précisément l'objectif de l'une de nos initiatives en tant que ISEC, qui est le Youth Speak, et qui vise donc à comprendre les besoins des jeunes. Le rapport a été publié l'année dernière, et donc l'un des apprentissages qui a été tiré de ce rapport est que les jeunes continuent à identifier les gouvernements comme étant les plus aptes à avoir une influence sur la société parmi une liste de parties prenantes, même si ce n'est pas une majorité des jeunes. On note donc qu'il y a consensus parmi les jeunes populations que le gouvernement a une capacité importante à influencer la société et à initier les changements qu'ils espèrent voir se concrétiser. Mais nous savons que même avec cette perception de la capacité des gouvernements à avoir un impact positif sur la société, la confiance n'est pas toujours de mise. Cela a même été amplifié par le contexte actuel. On note quelque chose qui renforce cette idée, donc, est un sondage qui a été mené l'année dernière par l'Organisation internationale du travail sur les jeunes et la COVID-19 et qui démontre qu'un tiers des jeunes remarquent un impact significatif sur leur droit de participer aux affaires publiques, ce qui montre que parfois, nous échouons donc à systématiser la participation des jeunes dans nos institutions, dans les processus et affaires publiques. Et là aussi, c'est complété par ce que vous avez mentionné, Charlotte, qui est que 46% des jeunes en moyenne ont exprimé leur confiance dans les pays de l'OCDE en leur gouvernement national. Et pour moi, ces résultats sont sans surprise, car l'une implique l'autre. Seulement 20% des stratégies nationales, selon le rapport de l'OCDE, là encore, que seulement 20% des stratégies nationales de jeunes sont entièrement participatives. Et cela ne fait que renforcer l'approche actuelle, symbolique, voire même parfois de décoration, qui est la plus grande barrière à la création d'une collaboration inclusive qui renforce la confiance prisée. J'illustrerai notamment cette conclusion par l'intervention qui nous a tous marqués de Greta Thunberg à l'ONU et qui a donc utilisé des mots très forts de « comment osez-vous » pour commenter les décisions prises à l'encontre des générations futures qui négligent les conséquences du changement climatique. J'aimerais aussi illustrer de manière un peu plus positive l'exemple d'une participation authentique qui est la clause d'impact jeunesse en France, qui impose que tous les projets de loi ou de textes réglementaires doivent être accompagnés d'une étude d'impact sur la jeunesse, qui représente donc de manière intéressante un outil pratique pour les décideurs politiques. Un autre exemple serait notamment le service civique, qui favorise l'engagement des jeunes et le développement de leur participation dans la société civile. C'est donc là pour moi là aussi, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il existe des cadres solides sur la façon d'avoir un engagement significatif des jeunes. Et ce serait mon orientation concrète pour que les gouvernements rétablissent la confiance. C'est vraiment d'être attentif de ce qu'est un engagement authentique des jeunes et de faire la différence entre les engagements qui sont authentiques et ceux qui relèvent plus de la symbolique et d'éviter cette dernière. Tant de fois, malheureusement, les jeunes ont la possibilité de participer en tant que figure de proue ou par le biais d'approches symboliques de l'engagement des jeunes ou de consultations qui sont incohérentes et temporaires. Et alors qu'un engagement significatif des jeunes ressemblerait à des partenariats initiés par des jeunes, un leadership par des jeunes et une organisation et une gouvernance dirigée par des jeunes. Cela signifie que les jeunes ont un rôle central dans la structure du système, dans la conduite des décisions programmatiques et stratégiques. Le cadre d'évaluation de l'OCDE pour les stratégies nationales de jeunesse souligne la nécessité de stratégies de jeunesse multidimensionnelles, inclusives du genre, inclusives de l'âge, contrôlées pour assurer la transparence nécessaire et responsable aussi.
Et donc, il permet également d'identifier les limites institutionnelles, ce qui, je pense, est très important parce qu'il permet de créer une base euh, sur la situation actuelle, une base pour construire la situation idéale, donc pour définir les stratégies nécessaires. Et je crois aussi que c'est cet élément qui permet de créer la confiance, car les jeunes connaissent la différence. Ils sont capables de comprendre quand leur engagement dans les affaires publiques est significatif et authentique, et inclure leurs compétences pour orienter leur société dans une direction qui convient à tous. Donc, j'encourage vivement à regarder les activités actuelles d'engagement des jeunes et à se demander franchement, est-ce que c'est un engagement qui est authentique ou bien est-ce que c'est juste un engagement qui est symbolique? Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour faire partie de ce lancement. Merci beaucoup, cher Nassim, pour votre intervention et surtout pour vos messages importants pour un engagement à la fois réel et authentique des jeunes dans la vie publique. Je souhaiterais maintenant inviter M. Dominique McCarthy, qui est fondateur de l'Association des jeunes de la région Pacifique-Australie et membre du Parlement des jeunes du Queensland, à prendre la parole. Dominique, merci beaucoup pour votre participation. Donc, vous êtes membre du Parlement des jeunes du Queensland, on l'a dit, cofondateur et co-directeur de l'Association des jeunes de la région Pacifique-Australie, et vous avez participé au forum de l'OCDE en 2020 comme jeune délégué australien pour l'organisation Global Voices. Encore une fois, j'aimerais donner peut-être quelques éléments de contexte en introduction. Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui souligne que la crise actuelle a montré comment les jeunes et les initiatives des organisations dirigées par les jeunes ont joué et continuent à jouer un rôle primordial dans l'atténuation de l'impact de la crise, dans les plans de relance et dans le renforcement de la résilience des sociétés de manière générale. Donc, j'aimerais vous poser la question, selon vous, quels sont les messages promus par le rapport qui peuvent, dans votre travail, vous être utiles dans le cadre de vos activités de sensibilisation et de coopération avec les acteurs institutionnels? Et peut-être aussi, dans quelle mesure est-ce que les défis répertoriés dont on parle aujourd'hui vous semblent aussi résonner avec ceux que vous pouvez observer dans la région Asie-Pacifique? Merci beaucoup, Dominique. Bonjour, c'est un honneur de participer à cette réunion depuis l'Australie. Je vous remercie de me recevoir. Ici en Australie, Global Voices est une organisation qui s'efforce de promouvoir le leadership des jeunes en matière de diplomatie et de relations internationales, en offrant aux étudiants internationaux australiens la possibilité de participer à divers forums multilatéraux dans le monde. Elle incite les jeunes leaders à contribuer à façonner l'avenir de notre pays. L'année dernière, j'ai eu la chance de prendre connaissance des conclusions clés de la version anglaise du rapport lorsque l'équipe de Global Voices a rencontré l'équipe de la direction de la gouvernance publique de l'OCDE. Nous avons pu discuter des résultats du forum virtuel de l'OCDE et des stratégies nécessaires pour améliorer la participation des jeunes au processus décisionnel. Nous avons reconnu l'importance des politiques et des services publics qui soutiennent les jeunes dans la transition vers une vie autonome. Nous avons tous un rôle à jouer pour faciliter cette transition. J'ai également eu la chance de participer à diverses initiatives pour les jeunes leaders qui ont été conçues pour donner une voix aux jeunes. Et j'ai observé en tant que représentant de la jeunesse que les jeunes veulent vraiment être actifs dans les décisions politiques. Il peut parfois être difficile de savoir comment s'y prendre. On constate également une augmentation du nombre de jeunes désengagés, ce qui représente un défi pour les décideurs politiques. En Australie et dans le Pacifique en particulier, les gens des zones rurales et reculées ont du mal à accéder aux mêmes opportunités que les jeunes urbains. Les défis mis en évidence dans le rapport s'appliquent à de nombreux pays, y compris de la région Asie-Pacifique. Ici, en Australie, ainsi que dans d'autres territoires français, comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, nous sommes confrontés directement à ces défis. Il est essentiel de veiller à ce que les gens aient accès à l'emploi, à la formation et à d'autres opportunités. Cela nécessite une bonne coopération et
coordination entre les différents ministères, agences et parties prenantes de la société civile, y compris les organisations de jeunesse. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, le taux de chômage des gens est un sommet historique de 38,40% en 2014, en planche de record de 25,20% en 2017. Il est crucial de donner aux jeunes la possibilité de trouver un emploi sûr. En outre, l'Australie et plus généralement la région Pacifique sont confrontés à des défis environnementaux similaires et sont forcés de développer de nouvelles technologies pour résoudre ces problèmes. Nous devons également travailler ensemble pour répondre aux nombreux défis de la société. D'une manière générale, je pense que les messages promus dans le rapport peuvent être utiles dans mes activités de plaidoyer en tant que représentant de la jeunesse et membre d'une organisation de jeunesse pour parler de ces sujets avec les décideurs politiques. L'idée est de donner aux jeunes la possibilité de réussir, que ce soit par des services de soutien, des programmes ou l'accès à l'information. L'une des recommandations mentionnées dans le rapport est de faciliter l'accès des jeunes aux informations et aux conseils dans des domaines tels que l'éducation, l'emploi et la santé en fournissant des services publics en ligne. Je pense que les défis autour des confinements, des inégalités créées par le COVID-19 et de la situation économique actuelle sont également similaires ici en Asie-Pacifique. La population des jeunes est en augmentation dans cette région, ce qui rend cet engagement encore plus important. Cependant, cela représente également une opportunité pour les jeunes leaders d'être engagés par le gouvernement pour apporter leur contribution et le conseil et faire partie de la solution. Comme également souligné dans le rapport, l'Australie, comme d'autres pays développés, ne possède pas pour le moment de stratégie nationale pour la jeunesse. Ce rapport serait utile pour continuer à plaider en faveur d'engagement accru des jeunes par le gouvernement. En tant que membre du Parlement des jeunes de Queensland en Australie, c'est l'occasion idéale de soulever ces questions. Cependant, nous devons également entendre les conversations aux écoles, aux universités, aux groupes sportifs, aux arts et nos communautés. Il est important que nous reconnaissions les besoins croissants de représenter les jeunes dans la prise de décision afin de garantir la résilience de la reprise de COVID-19. Cela passe notamment par l'accompagnement des jeunes dans la transition vers l'autonomie que le pouvoir public devrait envisager. Une autre des recommandations formulées dans le rapport est de renforcer le volontariat et l'animation socio-éducative en renforçant le cadre légal et stratégique qui lui est dédié. Je pense que cela s'applique parfaitement à toute la région Asie-Pacifique, y compris ici en Australie. Le volontariat renforce les compétences, crée des réseaux et donne confiance aux jeunes. Une approche coordonnée avec les ressources, les responsabilités et les programmes adéquates peut contribuer grandement à développer la cohésion et la résilience des jeunes. La technologie a rendu plus facile que jamais la coordination de programmes entre les pays et les cultures. Cela permet non seulement de créer des liens internationaux solides, mais aussi d'améliorer nos compétences et de relever ensemble les défis mondiaux. Une vision commune est ce qui nous rassemble et les gens veulent y participer par le biais de nouveaux programmes d'initiatives de volontariat. Et ce rapport est l'occasion d'ouvrir cette importante conversation et discuter de la manière dont nous pouvons continuer à améliorer notre engagement auprès des jeunes pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, cher Dominique. Donc, merci beaucoup pour toutes ces interventions qui ont vraiment permis de bien mettre en lumière à la fois les opportunités et les défis qui existent aujourd'hui lorsqu'il s'agit de fournir aux jeunes toutes les clés pour réussir leur transition vers l'âge adulte. Donc, on l'a dit, face à ces défis, le rapport que nous vous présentons aujourd'hui, en tout cas, on l'espère, peut constituer un cadre de référence pour les gouvernements des pays membres et partenaires de l'OCDE afin qu'ils puissent engager une réflexion inclusive à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle multilatérale, sur la meilleure manière dont la gouvernance publique
peut favoriser à la fois l'autonomisation des jeunes, la confiance, la justice intergénérationnelle, le dialogue et la solidarité pour tenter de dépasser la crise actuelle. Donc, je souhaiterais maintenant donner la parole à Madame Elsa Piliszowski, qui est directrice de la gouvernance publique à l'OCDE, pour lancer officiellement le rapport. Chère Elsa, la parole est à vous. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous. J'ai absolument désespérément essayé de mettre la couverture du rapport sur mon Zoom background assez rapidement, mais manifestement, je ne suis plus jeune et je n'ai pas réussi. Donc, je vais quand même essayer de mettre ce que j'ai là. Mais c'est un bout de la couverture, mais comme la couverture du rapport est elle-même très belle, mais je trouvais que ça valait quand même le coup de la mettre. Comme ça, vous pourrez reconnaître le rapport quand vous le verrez sur une table ou quelque part. Donc, votre Excellence, Madame l'ambassadrice, mille merci d'être là aujourd'hui. Messieurs Medjed et McCarthy, c'est un grand plaisir. Merci aussi d'avoir fait l'effort de parler en français ce matin ou ce soir pour vous. Et je vous remercie beaucoup pour la richesse de vos 3 interventions. Donc, c'est évidemment un grand plaisir pour moi de lancer désormais officiellement le rapport de l'OCDE, la gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle, des politiques adaptées à toutes les générations, en langue française ce matin à Paris. Vous en avez parlé tous les 3, la pandémie du Covid-19 a de nouveau déstabilisé l'équilibre socio-économique précaire de la jeunesse. On observe également que la satisfaction des jeunes à l'égard de la démocratie est en baisse, non seulement en termes absolus, mais aussi par rapport à ce que les générations plus âgées ressentaient à cette même période de leur vie. Alors, on le sait, ce mécontentement des jeunes trouve en partie sa source dans le fossé intergénérationnel qui se creuse dans toutes les opportunités, dans tous les domaines de la vie, mais aussi sur des considérations de gouvernance publique et de participation à la vie publique. Donc, mieux prendre en considération les aspirations de la jeunesse, que ce soit en termes de représentation et de participation dans les politiques publiques, comme dans l'obtention de résultats de l'action publique dans des domaines chers aux générations futures. Tout ça fait partie des piliers importants de notre initiative pour le renforcement de la démocratie qu'on a lancée au mois de mars aussi avec le comité de la gouvernance publique à l'OCDE. Dans ce contexte, la gouvernance publique est vraiment un levier d'action crucial pour garantir une reprise forte, résiliente, inclusive et verte des sociétés qui fasse évidemment toute sa place à la jeunesse. Et c'est dans cette dynamique et pour refléter la priorité grandissante que les gouvernements donnent à cette priorité, que le Conseil de l'OCDE au niveau des ministres, et Madame l'ambassadrice, vous l'avez rappelé, a adopté en juin dernier le plan d'action de l'OCDE pour les jeunes, axé à la fois sur la gouvernance publique, l'emploi, l'éducation, les affaires sociales et l'entrepreneuriat. Ce plan, donc, qui est multisectoriel, propose des pistes d'action concrètes pour permettre aux jeunes de réussir leur passage à l'âge adulte. D'ailleurs, j'invite les participants aujourd'hui à participer aussi à l'événement sur le rôle des entreprises pour créer des opportunités pour les jeunes dans le monde post-Covid, organisé par mes collègues du Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes de l'OCDE cet après-midi à l'heure de Paris. Cet événement, aujourd'hui, et les discussions qui y prennent place sont vraiment une suite d'événements de l'OCDE qui donnent vraiment une priorité aux besoins des jeunes dans les plans de relance et aux attentes et à répondre aux attentes aussi des jeunes. Vous le soulignez, Madame l'ambassadrice, aussi lors d'un récent webinaire de l'OCDE, il est désormais essentiel que les plans de relance suivent une approche multisectorielle et coordonnée, prenant davantage en compte les besoins et les priorités des jeunes et incluent des évaluations ventilées par âge, mais aussi, il est aussi fondamental que la société civile joue un rôle clé dans l'autonomisation des jeunes. Vous l'avez dit aussi, nous ne devons pas permettre à la crise actuelle qu'elle mène à une génération sacrifiée qui n'a pas la capacité d'exploiter pleinement son potentiel.
Et ce rapport que nous lançons aujourd'hui arrive à un moment opportun alors que le monde entrevoit la sortie de crise, s'appuyant sur des données de 42 pays et de l'Union européenne. Il donne une première analyse comparative des lois, des politiques, des outils de gouvernance qui sont mis en place pour bâtir un présent et un avenir où aucune génération ne sera laissée pour compte, et en particulier les jeunes. Il y a 3 messages clés de ce rapport. Le premier, c'est que les investissements dans les politiques et les services adaptés aux jeunes portent leurs fruits. Donc, ce n'est pas un panier percé que d'investir dans les jeunes. Au contraire, Madame l'ambassadrice, vous avez aussi dit, vous avez parlé de la relève. J'aime beaucoup cette expression pour la jeunesse, la relève. Mais lorsque les jeunes ont les outils pour réussir leur transition vers l'autonomie, les sociétés peuvent en tirer vraiment un vrai profit pour le potentiel productif. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble des pays de l'OCDE, par exemple, seulement 20% des stratégies nationales pour la jeunesse sont pleinement participatives, budgétisées, suivies et évaluées. Donc, on doit rendre nos politiques plus inclusives, plus transparentes, plus responsables et adaptées aux besoins et priorités des jeunes. Deuxième grande conclusion du rapport, nous devons agir pour promouvoir la participation et la représentation des jeunes dans la vie publique. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, seulement 22% des députés ont moins de 40 ans, alors que les 20-40 ans comptent pour 34% de la population. Ça représente un écart de 12 points. De même, seul 18% du personnel de l'administration publique a moins de 34 ans dans nos pays. Par ailleurs, dans le rapport, seule une organisation de jeunesse interrogée sur 4 était satisfaite des opportunités de participer à la vie publique qui lui sont offertes. Le rapport constate également que les jeunes expriment une plus grande satisfaction à l'égard des résultats des politiques publiques lorsqu'ils participent plus systématiquement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de celles-ci. Donc, encore une fois, ça vaut le coup d'investir dans des processus participatifs pour les jeunes. Troisième grande leçon, la crise du Covid risque d'exacerber des inégalités, évidemment, entre les tranches d'âge. Selon le sondage Odoxa réalisé en France en février 2021, 56% des Français craignent un conflit des générations dans les mois qui viennent. C'est évidemment très élevé. Les gouvernements doivent donc évaluer, comprendre, utiliser des preuves de l'impact de leurs lois politiques et budgets qui peuvent être différents selon les groupes de la population. Et permettez-moi ici de féliciter la France pour la clause d'impact jeunesse qui fait partie depuis 2016 du processus général d'évaluation préalable des projets de loi et règlements du gouvernement, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche ou encore la communauté flamande en Belgique qui mettent en place des outils similaires. Donc, encore une fois, la pandémie est un appel à renouveler notre engagement afin de construire des sociétés plus résilientes pour les jeunes générations d'aujourd'hui et de demain. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons lancé une grande initiative avec le comité de la gouvernance publique sur le renforcement des démocraties et les jeunes sont vraiment au cœur de cette préoccupation. Nous lançons aussi une enquête sur les déterminants de la confiance. Nassim a rappelé les dernières données sur la confiance et les jeunes, mais dans laquelle effectivement on accordera une importance particulière à la confiance dans les institutions et les jeunes. Évidemment, l'OCDE reste déterminé à fournir des données, des analyses, des conseils des politiques publiques pour amener le monde sur une voie de reprise plus inclusive, durable, résilience pour tous et toutes les générations. Et donc, un chemin vers de meilleures politiques pour une vie meilleure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la directrice. Comme on a commencé un peu en retard, je vais me permettre de garder quelques minutes, peut-être 3-4 minutes. Madame l'ambassadrice, nous avons eu effectivement des questions sur les mesures de relance. Je sais que vous avez déjà apporté des éléments de réponse, mais peut-être qu'on peut compléter et préciser. Donc, selon vous, quelles sont les mesures que les gouvernements devraient peut-être privilégier pour s'assurer que les besoins des jeunes, qui sont très divers, puissent être systématiquement intégrés dans les mesures des relances qui sont en train d'être prises? Merci beaucoup. Merci. D'abord, je voudrais dire, en écho à ce que vous avez dit, que pour moi, le sujet numéro 1, c'est de permettre aux jeunes de se projeter dans l'avenir et de construire leur avenir. Ça paraît une évidence, mais en mars 2021, j'ai pris une initiative en France parce que j'étais très préoccupée de la situation des jeunes et je voyais le risque de génération sacrifiée. Pas moi personnellement, mais des centaines et des centaines de personnes avec qui je discutais.
des jeunes, des entreprises, des associations. Et donc, on a lancé une tribune. En une semaine, on était 162 personnalités à la signer. J'ai lancé cette tribune pour éviter la génération sacrifiée. Et suite à ça, on a fait un sondage très large sur la jeunesse, auprès de la jeunesse française avec l'IFOP. Et on a constaté deux choses. La première, c'est que 3/4 des jeunes, entre 2 tiers et 3/4 des jeunes n'arrivaient plus à se projeter dans l'avenir, soit parce qu'ils étaient vraiment atteints matériellement ou psychologiquement par la situation, soit parce qu'ils voyaient toutes les opportunités de formation, d'emploi, d'engagement bouchées, de voyage, de vie, je dirais. Donc ça, c'est très grave. Quand 3/4 des jeunes ne voient pas leur avenir, il n'y a pas d'avenir pour le pays. Hein. Donc, et ce n'est pas du tout une spécificité française. J'ai discuté avec plein de collègues d'autres pays où il y a un peu cette même perception. Donc, il faut avoir ça en toile de fond. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'est que celles qui ont subi le plus, c'est les jeunes filles. Sur toutes les questions du sondage, les filles étaient 10 points en dessous des garçons, qui déjà avaient une vie difficile, parce que d'un point de vue sanitaire, matériel, relationnel, elles ont, pour des tas de raisons on n'a pas le temps de développer ici, plus subi encore la crise que les garçons. Et or, elles sont déjà en difficulté d'accès à la formation, à l'emploi plus grande. Donc, une fois qu'on sait ça, maintenant j'arrive à votre question. La première, c'est qu'il faut un peu déclarer l'état d'urgence sur le sujet, quoi. Enfin, et il y a un risque, c'est que finalement, avec après quand on va refaire la reprise économique, si la vaccination et les variants nous permettent enfin de respirer, l'économie va aller mieux. Et donc, il peut y avoir un angle mort, c'est-à-dire ça ira mieux, mais pas pour tout le monde. Et dans les pas tout le monde, c'est beaucoup de jeunes. Et c'est là où il y a un risque pour que certains jeunes, ceux qui étaient en études, en début de recherche d'emploi, qui avaient entre 16 et 25 ans pendant la crise Covid, ce soit eux qui, pendant plusieurs années, subissent les effets. Donc, quand on sait ça, je crois qu'il y a au moins 3 choses qu'on peut faire, mais ouvrons le débat et ça peut être plus large. La première, c'est qu'effectivement, il faut mesurer, et la gentillesse l'un et l'autre de souligner l'initiative de la France, mais il faut qu'on mesure l'impact des actions qu'on mène sur la jeunesse, un peu systématiquement pour se rendre compte. La deuxième chose, c'est que je crois que dans les plans de relance, c'est l'occasion, pas simplement de réparer, mais d'investir sur les jeunes. Et il faut investir dans la relève, comme je disais, parce que c'est leur avenir et c'est notre avenir, en tant que société, en tant qu'économie, en tant que corps social. La troisième chose, je pense qu'il faut faire, je trouve que les témoignages de Nassim Medjahed et Dominique McCarthy sont très éclairants là-dessus. On ne trouvera pas de meilleure solution qu'en se mettant autour de la table. C'est-à-dire que moi, je crois que la démocratie représentative, élective, doit être complétée par une démocratie citoyenne plus directe avec la société civile, et notamment les organisations, les associations de jeunesse. Il y en a dans tous les pays, il y en a des nationales, des locales, des internationales. Et je pense qu'on a besoin, pour trouver les solutions, outre les programmes publics, de s'asseoir autour de la table et de co-élaborer aussi ces programmes publics, de les co-évaluer pour les faire progresser, parce qu'on ne fait jamais parfait en action publique, on le sait bien à l'OCDE et ailleurs dans nos pays. Mais il faut cette dynamique de progrès, elle peut se faire qu'avec les jeunes. Donc, je dirais mesurer les impacts sur la jeunesse de toutes les politiques qu'on mène, formation, emploi, éducation, santé, logement, sport, culture, voyage. Dans tous les domaines, il y a un impact sur la jeunesse, positif ou négatif, il faut le mesurer. Deuxièmement, mettre les jeunes au cœur du plan de relance. Et troisièmement, associer les associations de jeunesse pour qu'on trouvera de meilleures solutions si on les aborde ensemble. Et en plus, comme vous l'avez dit, si on les élabore ensemble, elles seront aussi mieux perçues et elles auront plus de sens. Merci beaucoup, madame. Voilà. Merci beaucoup, madame l'ambassadrice. C'était un plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui. Donc, madame l'ambassadrice, chère Elsa, cher Nassim, cher Dominique, merci infiniment, chers participants. C'était un plaisir de commencer cette journée ensemble et d'échanger autour du rôle, de la place, de la voix de la jeunesse, qui est un sujet commun de préoccupation. Et donc, j'invite l'ensemble des participants à lire maintenant le rapport pour trouver ensemble et de manière urgente des voies efficaces de réforme. Et de notre côté, ce rapport n'est qu'une première étape et nous aurons beaucoup d'autres occasions de nous retrouver
échanger et travailler à construire ensemble des solutions. À bientôt. Au revoir.